Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlure grave pour l'intervenant. Pour intervenir sur la conduite d'une chaudière vapeur, il faut avoir suivi la formation réglementaire et être habilité par l'employeur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'entretien que j'ai fait avec un collègue sur ces deux chaudières vapeur. Donc le ramonage a été fait, donc le ramonage est obligatoire une fois par an. Voilà, et comme c'est une chaudière vapeur, il faut la faire ouvrir une fois au maximum tous les 18 mois pour la faire contrôler par un organisme extérieur. Donc là, comme on fait le ramonage, on en profite aussi pour faire le contrôle réglementaire de l'échangeur, de la chaudière vapeur. Ce contrôle réglementaire permet donc d'ouvrir l'échangeur. Et donc ça permet de voir l'intérieur de la chaudière vapeur, dans quel état se trouve l'échangeur. Alors une fois que la chaudière vapeur est arrêtée et qu'elle a été purgée, donc c'est-à-dire plus de vapeur et plus d'eau dans la chaudière, donc la vanne de purge a été ouverte, et bien sûr que le brûleur est en sécurité, c'est-à-dire vanne gaz fermée, électricité coupée. Donc on va commencer par ouvrir l'arrière de la chaudière. Donc là pour gagner en productivité, ça se fait pas à la main, ça se fait avec une clé à choc. Donc dans l'industrie, quand vous avez des gros trucs, vous utilisez des clés à choc pneumatiques. Donc ça c'est une clé à choc électrique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une clé à choc, c'est simple. Quand vous allez chez un garagiste, lorsqu'il démonte vos pneus, donc votre voiture, il utilise une clé à choc. Donc si une clé, en même temps ça tape dessus, comme si vous tapez dessus au marteau. D'ailleurs j'ai fait quelques vidéos dessus. Par exemple sur de l'ECS, quand les raccords ions sont bloqués, on tape au marteau dessus justement pour créer des chocs, des vibrations, pour essayer de casser la merde. C'est un peu le principe du choc, c'est de casser je sais pas, la rouille, la merde, ce qui bloque la rotation de la vis. Et comme c'est un appareil qui est très puissant, en principe les clés à choc c'est des appareils qui envoient, les douilles qui sont utilisées sont des douilles spéciales, des douilles exprès pour clés à choc. C'est des douilles qui sont extrêmement épaisses et qui sont très solides. Car si vous utilisez des douilles normales, au bout d'un moment la douille vous allez l'éclater. Alors une fois que les vis ont été enlevées de la chaudière vapeur, donc on ouvre la porte arrière. Donc elle est tenue par une potence. Et là on peut voir donc les turbulateurs qui sortent de l'échangeur. Et on peut voir les extrémités sont vachement abîmées. Donc bien sûr lorsqu'on ouvre la porte on arrache les joints. C'est-à-dire que les joints sont morts, il faudra les refaire. Sur cette photo on peut voir donc la porte ouverte. Et on peut voir donc sur la porte, donc on voit que la porte est très épaisse, ça c'est parce qu'à l'intérieur il y a du réfractaire qui est coulé, c'est du béton réfractaire, et on peut voir que le joint est collé dessus, donc le joint, la tresse, et on peut voir qu'il y a une tresse qui est pratiquement sur l'extérieur de la chaudière, donc qui fait tout le tour et qui est aussi collée. Donc ces tresses là vont être arrachées pour être remplacées donc à la fin de l'intervention. Et on peut voir aussi qu'il y a un petit peu de ciment réfractaire là, qui va être enlevé aussi parce qu'il il tient pas, et donc je pense que s'ils ont utilisé du ciment réfractaire pour faire tenir la tresse sur la porte, donc là ici à la fin on utilisera du silicone haute température pour faire tenir la tresse, pour pouvoir fermer la porte sans que la tresse tombe. Là on le voit là, ouais, tu vois, regarde, ça s'effrite. Il faut juste avoir un doigté, toi. Oui, non, mais là c'est pété, là, regarde. Soit tu sais tirer ou. Bah vas-y, tire-le alors. C'est impressionnant comment ça se bouffe. Non, mais là j'ai pas eu le doigté. Regarde. Et là tu fais ça. C'est la feuille. Tu vois, c'est comme de la. Tu enlèves la partie. Dans les yeux, ça, tu peux y aller dans tout le monde. Moi, les outils, moi j'en rentre parce que quand vous me volez, là. Il y en a pas bloqué quelque part là. Alors on peut voir que les turbulateurs, l'extrémité est dans un sale état. Donc ça a juste un an, vu que la dernière ouverture a un an au niveau de la chaudière. Donc pour pouvoir faire le ramonage de la chaudière, donc il faut sortir tous les turbulateurs. Donc je rappelle, pour que les turbulateurs, ça sert à réduire la vitesse des gaz de combustion pour favoriser l'échange donc de la chaleur qu'il y a dans les gaz de combustion avec la chaudière vapeur, donc l'échangeur. Donc lorsqu'on les enlève, il faut y aller doucement parce qu'après ils sont difficiles à attraper. Donc c'est bien d'avoir une pince très longue pour pouvoir les attraper quand ils cassent. Donc voilà, donc moi j'ai enlevé tous les turbulateurs. Donc bien sûr toutes les extrémités fragiles, je les ai cassées pour les enlever, pour pas que ça tombe dans la chaudière. D'ailleurs on le voit dans la chaudière, il y a plein de ces petits bouts turbulateurs là.
Donc sur cette chaudière, quand vous enlevez les turbulateurs, donc à chaque fois vous perdez de la matière. Comme vous avez pu le voir, il y a un morceau qui reste dans la main. Donc chaque année, à chaque fois que le ramonage est fait, obligatoirement le turbulateur devient de plus en plus petit. Donc c'est pour ça que les turbulateurs dans ces chaudières-là sont coupés en deux morceaux. Comme ils sont assez longs et que en face de la chaudière il y a un mur, donc on ne peut pas les sortir d'un bloc. Donc le constructeur vend des turbulateurs avec ce système d'attache. Donc là, sur ce ramonage-là, on n'a pas changé les turbulateurs, car il faut savoir que quand j'ai récupéré cette chaudière-là, donc quand j'ai fait le ramonage, c'était la première fois que je faisais le ramonage sur une chaudière à vapeur et je ne savais pas que les turbulateurs étaient dans un si mauvais état. Donc à un moment donné, il faut les changer, les turbulateurs, car à force de perdre de la matière, donc les turbulateurs disparaissent. Mais bon, le problème, c'est qu'après, les gaz de combustion vont beaucoup plus vite. Donc au niveau énergétique, c'est pas bon parce que le rendement à la chaudière va diminuer, la température des fumées va augmenter et donc les consommations gaz vont aussi augmenter. Donc une fois que les turbulateurs sont enlevés, il faut utiliser un écouvillon et un aspirateur, donc un aspirateur quand même assez puissant, hein, un aspirateur qui puisse bien aspirer tout un tas de saloperies. Et donc après, donc avec l'écouvillon, je sais pas, la chaudière doit faire un peu plus de 2 mètres de long, donc il faut quand même, je crois on avait utilisé 2 cannes, et bien donc après il faut gratter. Il faut gratter. Donc moi sur ce type de chaudière là, j'utilise ramonage physique, hein. J'utilise pas de produits chimiques, parce que bon on va le voir déjà, l'intérieur de la chaudière est relativement propre, hein. C'est surtout ce qu'on voit, c'est la désagrégation des turbulateurs à l'intérieur de la chaudière, donc ils mettent cette poudre fine, là, cette ferraille un peu partout, là, cette rouille, là, je sais pas trop comment on peut qualifier cette matière rouge, là. Certainement de l'oxyde de fer. Donc là, tant que j'y suis, je l'ai pas dit, mais c'est une chaudière à vapeur, donc à tube de fumée. Donc les tubes, là, on les voit, là, sur la photo, là, tous ces petits tubes, là. Donc là, la fumée traverse ces tubes et tout autour, il y a de l'eau. Et donc la fumée qui passe dans ces tubes transmet l'énergie à l'eau. Et donc c'est une chaudière vapeur à deux parcours. Donc le premier parcours, là on le voit, c'est le gros trou au milieu là. Donc au bout là, on voit la tête de combustion là, on voit les déflecteurs donc du brûleur. Et après le deuxième parcours, donc c'est les tubes de fumée. Sur cette photo, on peut voir donc l'intérieur de la chaudière. Donc ça c'est la chaudière 2. On peut voir donc sur le côté gauche qu'il y a du noir. Du noir sur une petite partie de la chaudière. Enfin, c'est l'allumage et ça c'est la première allure je pense qui fait ça. Donc sur les deux chaudières ça le fait, donc bon c'est structurel au brûleur à mon avis, hein. Voilà. Donc là on peut voir aussi donc au bout la tête de combustion, on peut voir les déflecteurs, donc les deux déflecteurs, et on voit que c'est une tête à serrage arrière. Donc là sur une vidéo précédente, hein, j'avais dit une petite connerie. Donc l'air primaire passe bien au milieu de la tête de combustion, c'est-à-dire tout ce qui est déflecteur. Donc l'air qui passe là-dedans, c'est l'air primaire, et l'air secondaire passe à l'extérieur des déflecteurs, tout autour de la tête de combustion. Donc on peut voir aussi les briques réfractaires tout autour de la tête de combustion. C'est des briques qui sont un peu arrondies. Donc le ramonage, on le voit, à l'intérieur c'est quand même propre. Donc là j'utilise pareil, bon là c'est pas un écouvillon, hein, c'est utiliser un hérisson, hein. Le type d'hérisson qu'on utilise par exemple pour les tubes de fumée. Bon, après ça dépend si vous utilisez des métalliques ou autres. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu de grattage sur la chaudière, mais bon on peut voir que à part la partie noire là au niveau de l'allumage là, mais la chaudière est propre. Donc il faut savoir que quand une combustion est mauvaise en gaz, très très mauvaise, on peut avoir une chaudière noire à l'intérieur, donc une chaudière qui a pris en suie. Donc là on voit c'est pas le cas, hein. Alors ça c'est l'intérieur de la chaudière 1. Donc on peut voir que l'intérieur est vachement abîmé, vachement oxydé. Donc ça c'est de la rouille, hein. Donc ça c'est parce que la chaudière est restée à l'arrêt plus de 2-3 mois. Parce qu'il y avait un souci sur cette chaudière vapeur là, donc quand je l'ai récupérée elle déconnait. Donc on peut voir vraiment dans quel état est l'échangeur. Donc je pense que en fonctionnement, tout ça doit dégager, je pense, ça doit lisser la chaudière. Un peu comme la photo qu'on a vue avant avec la chaudière 2. Bon après moi quand j'ai vu ça la première fois j'étais pas en super confiance, hein, c'était au début. Hein, parce que bon comme vous le savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, quand vous avez de la rouille, quand vous enlevez ces trucs vous enlevez de la matière. Et donc le problème quand vous enlevez de la matière c'est que l'épaisseur devient un petit peu plus fine. Et comme c'est une chaudière vapeur, bon voilà c'est sous pression, ça fait se poser quelques questions.
Donc après pour ça il y a la décennale tous les 10 ans qui contrôle que la chaudière encaisse la pression. Donc après d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que le plus important c'est l'état de l'échangeur, mais à l'intérieur de l'échangeur. Donc ça on va le voir après, hein, car justement là on fait le ramonage, mais on fait aussi l'inspection réglementaire là, des 18 mois. Donc nous ici on fait tous les 12 mois, et on va voir que l'intérieur de l'échangeur est quand même assez nickel, quoi. Et sur celle-là il y a un peu de suie, mais plutôt pas sur le côté gauche là, mais en haut. Alors pour le contrôle réglementaire, l'entreprise extérieure qui fait ça, donc qui est habilitée, agrémentée à faire ce genre de choses, donc demande à visiter l'échangeur, visiter l'échangeur depuis l'extérieur. Donc il faut débrider. Mais alors il faut débrider les deux voyants de niveau, c'est-à-dire qu'il faut les tomber, il faut les faire tomber par terre, il faut les enlever. Après il faut ouvrir la bouteille où il y a les 4 électrodes. Voilà. Après il faut tout ce qui est, en levant haut la chaudière, tout ce qui est bride. La bride de pressostat il faut la tomber. Tomber là les brides où il y a les sondes de niveau très bas. Après il faut enlever les deux trappes de visite, celle qui a sur le côté et celle du bas au fond de la chaudière. Et il faut enlever autour des tuyaux le calorifuge, justement pour inspecter les soudures. Donc le but de tout ça c'est de voir, donc au niveau des brides, déjà les soudures, voir la tête qu'elles ont, et voir après l'intérieur, l'échangeur dans quel état il est. Le but est de repérer un début de faiblesse au niveau de l'échangeur vapeur, hein. Donc voir si la chaudière est dangereuse ou pas, et donc si elle est apte ou pas à fonctionner. Bon, en tout cas, une chose est sûre, hein, suivant la réglementation, c'est toujours le contrôleur qui vous dit donc ce qu'il veut contrôler et donc qui vous dit ce que vous devez démonter. Bon, sur cette photo, donc il y a un voyant de niveau qui a déjà été démonté, donc là l'autre est en train d'être démonté. Et on peut voir que sur la bouteille, les électrodes ont été enlevées. Donc là on peut voir la bouteille qui est démontée. Alors sur cette photo, on peut voir les électrodes. Donc là on les voit pas trop les grandeurs, mais il y en a 4. Donc la plus petite c'est arrêt pompe. Après, il y a celle qui est un petit peu plus longue, qui est marche-pompe. Et après, il y a celle encore qui est un petit peu plus longue, qui est le niveau bas. Et l'autre qui a la même longueur, qui est la sonde commune. Donc ici, on peut voir les électrodes sous un autre angle. Donc ça marche comment? Ça marche par l'électricité, hein. Il y a des petits relais qui envoient donc du courant faible, hein, quelques milliampères. Et voilà, donc comme l'eau est conductrice, c'est comme ça que ça marche. Alors bien sûr, avant le démontage, il faut repérer les électrodes avec les conducteurs. Car au remontage, bon, le but c'est que ça fonctionne du premier coup. Puis même ça pourrait être dangereux. Donc ça c'est ce qu'on trouve à l'intérieur d'une des vannes de la bouteille. On voit ce petit dépôt à l'intérieur, donc on voit que y a de la merde qui se met quand même, hein, et donc qu'à force, avec le temps, ça pourrait boucher l'entrée ou la sortie de la bouteille. Là, les deux voyants sont débridés et ils sont enlevés. Donc ça, c'est une trappe d'accès à l'échangeur vapeur. Donc ça, c'est celle qui est sur le côté. Il y en a une aussi en bas. Donc on peut voir que c'est une sorte... Cette trappe, c'est une sorte d'ovale. Et on remarque que c'est dans la chaudière vapeur. Et donc il y a un petit système pour pas que ça tombe à l'intérieur. Et en réalité, ce qui fait vraiment l'étanchéité, ce qui retient la plaque, c'est la chaudière elle-même. Donc tous les équipements sous pression sont comme ça, c'est une sécurité. C'est une sécurité parce que là, par exemple, si l'écrou est dévissé, eh bien, si c'est en pression, il n'y a pas de souci. La trappe ne risque pas de sortir de la chaudière. Donc lorsqu'on n'a pas l'habitude, le démontage est quand même assez sensible parce que c'est celle qu'il y a sur le côté. Et si, quand vous avez enlevé le petit système là, qui la retient là, si jamais cette plaque là, donc ce système ovale, vous échappe des mains, il tombe à l'intérieur de la chaudière et après pour aller le récupérer, c'est assez tendu, quoi. Donc il vaut mieux qu'il ne tombe pas. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc là il l'a enlevé. Alors lorsqu'on a débridé et lorsqu'il y a des joints graffités, le problème c'est que ces joints restent collés sur la bride et avec un petit racleur là, comme on a pu voir sur une petite raclette là, comme on a pu voir sur la photo précédente, et bien il faut enlever les joints graffités. Donc c'est pour ça que souvent maintenant on met des joints en téflon vapeur là, en PTFE, comme je l'ai montré sur une vidéo récente, PTFE type Gore. L'intérêt c'est que le PTFE donc ne colle pas sur les brides. Et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors une fois que les trappes d'accès ont été enlevées, eh bien on peut voir l'intérieur de la chaudière vapeur. Donc là on peut voir le gros cylindre, c'est là où il y a donc la flamme du brûleur, hein, qui est à l'intérieur. Alors bon, on peut voir donc les tubes de fumée. Au fond on voit bien la démarcation entre l'eau à l'état liquide et donc en haut la vapeur.
Et après on voit qu'en haut il y a plein de petits trous, donc ça c'est les piquages. C'est les piquages où il peut y avoir dessus donc les pressostats de pression, les sondes de niveau, etc. Donc on voit que la couleur est rouge. Donc ça, il me semble que c'est à cause des produits de traitement donc de l'eau, et je crois que c'est à cause des sulfites. Je suis pas sûr, je sais plus si c'est les sulfites ou les phosphates qui font ça. Mais voilà, donc ça sert à protéger l'échangeur de la corrosion. Alors sur cette photo, on peut voir donc à droite les piquages. Donc ça, il me semble que c'est un niveau, donc un voyant à glace de la chaudière vapeur. Le piquage du bas, donc il est dans l'eau à l'état liquide, et le piquage du haut, il est dans la vapeur. Donc on voit bien aussi là, bon, toujours les tubes de fumée et le grand tube, et la démarcation donc au fond de la chaudière. La démarcation entre l'eau à l'état liquide et l'eau à l'état vapeur. Alors ça, c'est une photo de la chaudière 2. Donc là, on peut voir que les tubes, donc le gros cylindre, sont recouverts d'une matière qui est blanche. Donc ça, c'est du calcaire, et on peut voir qu'il y a des petits trous là, ça veut dire que du calcaire est tombé. Donc on voit que l'épaisseur de calcaire est très très faible. Donc là, en principe, dans une chaudière à vapeur, il n'y a pas de calcaire, vu que l'eau est traitée et doit avoir un pH de 0. Donc là, probablement, à un moment donné, dans l'histoire de cette chaudière, il y a le pH de l'eau devait être supérieur à 0. Donc je rappelle, hein, le calcaire sur une chaudière à vapeur, c'est une menace, hein, c'est un danger. Donc déjà, ça diminue le rendement, puis surtout, si le calcaire, s'il y en a beaucoup, ça peut fragiliser l'acier, donc par surchauffe de l'acier, donc ça peut le percer. Donc sur une chaudière qui est sous pression, c'est quelque chose qu'il faut mieux éviter. Donc il existe, pour des chaudières qui sont prises en calcaire, il existe des traitements pour essayer de les récupérer. Et là sur cette photo, j'ai gratté cette matière qu'il y avait donc sur le tube de fumée. Donc voici à quoi ressemblent les électrodes de niveau très bas. Donc ça, c'est la photo de l'électrode de niveau très bas. Et on peut voir qu'entre l'électrode de niveau très bas et le cylindre, donc là où il y a la flamme là, du brûleur, il n'y a que quelques centimètres. Et c'est pour ça que lorsque la chaudière est chaude, par exemple 10 bars, 184 degrés, et que le niveau très bas a déclenché, et bien c'est pour cela qu'il ne faut pas remettre de l'eau. Car sinon l'eau peut aller directement dans la vapeur et changer d'état et faire exploser la chaudière. Sur les sondes de niveau très bas, donc de la chaudière numéro 2, on voit bien le produit rouge là sur les électrodes, et on voit à peu près de combien elles sont plongées dans l'eau. Donc après il y a la boîte à fumée là qu'on peut ouvrir. Donc on le voit, donc c'est une bride qui est percée en son centre avec un milieu donc qui évacue l'eau qui peut condenser dans les fumées. Dans les fumées, c'est-à-dire lorsque vous arrêtez la chaudière, obligatoirement elle se refroidit, et donc il peut y avoir un petit peu de condensation dans le conduit. Et donc ça coule. Donc là j'ai enlevé la bride, donc on peut voir qu'il y a de la matière, et donc il faut l'enlever, l'aspirateur, il faut nettoyer. Alors voilà ce qu'il y a dedans, ce qu'on trouve comme dépôt. Donc sur cette photo, donc on peut voir à gauche, là c'est là où on fixe le brûleur, hein. Donc le gros tube qu'on voit en haut de la photo, donc c'est là où il y a le brûleur, la flamme, etc. Et donc là on voit à droite les tubes de fumée qui sortent de l'échangeur, de la chaudière vapeur. Et là au fond on voit qu'il y a un turbulateur qui a été enfoncé trop profondément. Et donc là j'ai passé l'aspirateur à l'intérieur. Donc l'accès est difficile, hein, on voit pas trop bien à l'intérieur, hein. Sans miroir on voit rien. Donc sur cette photo on peut voir donc le tuyau là, qui est soudé à la chaudière vapeur. Ce tuyau donc c'est l'arrivée d'eau. Donc ce tuyau va jusqu'à la pompe alimentaire de la chaudière. Donc on peut voir que tout autour de ce tuyau ça a été décalorifugé. Donc il y a des petites pièces qu'on peut démonter, c'est fait exprès. Et justement pour pouvoir accéder à la soudure. Car d'après ce que j'ai pu comprendre, un des points très sensibles des chaudières vapeur, c'est ce point-là. C'est la jonction entre l'arrivée d'eau qui est entre guillemets froide, donc qui est à la température de la bâche alimentaire aux alentours de 60-70 degrés. Et donc l'eau là qui est dans la chaudière vapeur qui est donc à 10 bars à 184 degrés. Et donc c'est vrai qu'entre les deux il y a un choc thermique. Donc cette soudure là est contrôlée. Et une fois que le contrôle est terminé, eh bien on remet le calorifuge et on referme les deux petits plastrons. Sur cette photo, on peut voir là où il y a la vanne bleue, donc l'arrivée d'eau là. On voit que je ne l'ai pas encore recalorifugé. Et on peut voir en haut à gauche un plastron qui a été enlevé. Donc ça c'est le timbre de la chaudière vapeur. Donc sur le timbre de la chaudière vapeur, on va trouver donc l'année de fabrication de la chaudière. Donc celle-là c'est une chaudière qui date de 1990. Le type de chaudière, donc 60J. Le timbre de la chaudière, donc ici c'est 15 bars. Il y aura aussi le numéro de série de la chaudière. Donc je crois qu'aussi qu'il y a la surface de chauffe, je crois que ici c'est 15 mètres carrés. Et après il va y avoir surtout les poinçons
C'est-à-dire que la chaudière date de 1990, donc tous les 10 ans il y a la décennale à faire, donc il doit y en avoir un donc en 2000 et en 2010. La décennale, donc par rapport au contrôle des 18 mois, la décennale c'est un contrôle beaucoup plus poussé où la chaudière est entièrement mise à nu, c'est-à-dire qu'elle est complètement décalorifugée. Tout est débridé, donc après on y met des tampons et on la monte à la pression qu'exige la réglementation pour voir si la chaudière tient la pression, donc pour voir si elle fuit ou voir si elle éclate. Et on met de l'eau parce que l'intérêt de l'eau c'est comme c'est un fluide incompressible. Même si on monte à 15 bars ou à 20 bars, si la chaudière se fend, bah l'eau coule, il n'y a pas de danger quoi. Et si elle passe le test, et bien elle est repartie pour 10 ans. Alors moi j'ai déjà assisté à une décennale mais sur un sécheur d'air dans l'industrie. Donc j'ai pu voir l'eau qui suintait à travers les soudures du sécheur d'air. C'est assez impressionnant à voir. Tu nettoies les... Ouais. D'accord, tu t'en sers comme robinet, là tu nettoies là. Ouais. Tu nettoies les trous. Voilà, tu vois, c'est les boucliers, vraiment. Ouais, t'enlèves la merde, ouais, c'est bien. La vidange elle est au niveau du coup de poêle là, d'en bas. Bah là t'es sur la vapeur là, tu l'as ouvert la vidange là? Ah oui. Ouais, elle est en bas, elle est en bas, ouais. On a nettoyé. Ouais, par contre le trou il est pas ouvert en bas, le trou de point là. Le trou de point là, je sais plus comment tu l'appelles ce truc là, pour de la doc. Donc une fois que tout ça a été fait, eh bien, on va commencer à refermer l'échangeur. Donc on va remettre les deux trappes, donc celle qui est en dessous de la chaudière et celle qui est sur le côté. Donc là c'est des joints graffités donc qu'il faut graisser. Hein. Donc avec de la Belleville, donc soit la bleue ou la rouge. Donc là on a utilisé la bleue. Et la rouge pour tout ce qui est visserie, écrou. Voyons, fais voir. Ah là on est trop emmerdé. Ah. C'est la difficulté de mettre l'accès là. Ah, d'accord. Mais des fois, il faut mettre le joint d'abord dans la portée et après rentrer la pièce. Ah ouais? Pour rentrer la pièce, tu peux la foncer dedans, mettre le joint et ramener la pièce. Ouais, parce que là, c'est pas gravité là. Mais ouais, quand c'est sur les côtés, tu peux pas. Non, c'est chiant, quoi. Et après, tu mets ça? Ouais, par contre, ça, comment ça une? Hein? Parce qu'elle est tordue, comment ça une? Le coup de poing là, pas le coup de poing, le... Ouais, ouais. Ça, il va te livrer sur le complet qui va. D'accord, faut que j'en prenne une ça. Ah ouais, parce qu'elle est tordue. À quoi tu vois qu'elle est tordue là? Ah oui, par rapport à la tige, ouais. Ah ouais. C'est pour ça que ça pisse un peu peut-être. Elle est tordue. Parce que là, on est dans l'échangeur. Ok. Donc là, on a mis la graisse Belleville sur le filetage. Oh, ben, je pense que je reviendrai après le remettre. On verra, ouais, peut-être, ouais. On va faire deux ensemble ou trois. Après, donc après on remonte tout ce qui a été débridé, donc les voyants de niveau, plus tout ce qui est en haut là, les brides niveau très bas et Presosta première allure, deuxième allure. Voilà, et bon là par contre sur celle-là on a viré donc les joints de bride graffités. Donc on a bien nettoyé les portées et on est passé sur des joints en PTFE, des joints en téflon vapeur. Donc après on remet les turbulateurs dans la chaudière. Donc les turbulateurs sont en deux morceaux, hein. On met d'abord un premier morceau et après on remet le deuxième, on l'emboîte et on pousse. Vas-y, ouais, tu laisses comme ça, pour laisser un peu... Ouais, dépasser un peu. Ouais, parce que là les turbulateurs, la prochaine fois je les changerai. La prochaine fois je les changerai les turbulateurs. Ouais, c'est bon. Attends, là c'est bon là. Donc là on voit qu'il y a une double jonction. Ouais, la jonction là. Ok, et quand tu l'as paumé là, comment tu fais pour le choper là? Hein? Quand tu l'as paumé là, la deuxième partie, là si tu tires, si ça casse la jonction là, tu fais comment? On a un fil de fer long, tu peux rentrer. Fil de fer long et tu rentres, tu vas à la pêche. On va à la pêche, ouais. Un fil de fer long assez rigide. Alors après il reste à fermer l'arrière de la chaudière vapeur. Mais avant il faut faire l'étanchéité entre donc, la chaudière et la porte pour éviter que les gaz de combustion se retrouvent dans la chaufferie. Donc là on peut le voir, là je mets, quand on a mis 1, 2, 3, on a mis 4 épaisseurs de tresse. Donc pour que ces tresses tiennent, on met du silicone. Et là on a utilisé du silicone haute température qui est de couleur rouge. Donc on met du silicone pour que la tresse puisse tenir toute seule. Donc là on ne le voit pas sur cette photo là. On met une tresse là où il y a les vis.
Je vais montrer une photo après. Donc la tresse doit tenir toute seule justement pour permettre la fermeture de la porte dans de bonnes conditions. Donc là après une petite remarque, là on peut voir que le réfractaire, donc c'est pas du réfractaire classique qu'on voit dans les chaudières de chauffage. Bon, c'est pas de la brique réfractaire, c'est du béton. C'est du béton qui est coulé. Donc ça a été refait à la décennale. Donc l'entreprise spécialisée qui a fait ça donc, a fait un coffrage. Donc a coulé son béton réfractaire. Donc après, c'est une entreprise spécialisée qui le fait parce qu'il y a des temps de séchage à respecter. Hein. Si ça sèche trop vite, le béton se fend. Donc pour que ça tienne, je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, il y a des tiges en ferraille là, qui sortent de l'échangeur et qui permettent de maintenir ce béton réfractaire donc, en hauteur. Et voilà, et on peut voir la forme particulière du béton réfractaire. On peut voir qu'en haut de la chaudière, il ne va pas jusqu'au tout en haut de la chaudière, il s'arrête sur les 2/3. Et donc au-dessus, donc il n'y a que de la vapeur, toujours de la vapeur. Et en dessous, il y a l'eau, l'eau à l'état liquide. Et donc ce béton est au-dessus des tubes de fumée, pour la partie haute du réfractaire. Et après la porte, je crois qu'elle doit faire 5 ou 6 cm d'épaisseur. Et pareil, c'est du béton coulé, réfractaire. Et il y a une armature en acier là tout autour qui tient ce béton. Donc c'est pour ça que la porte est sur une potence, car elle doit faire facilement dans les 300-400 kg. Au moins 300. Donc là on a mis du silicone haute température. Donc là on avait deux modèles, un modèle blanc et un modèle rouge. Et là qu'est-ce qu'on fait? Là on met la tresse qui tient dessus quoi. Donc là on a mis 3 rangées de tresse, plus celui-là on n'en met qu'une. Donc là on a mis du silicone, on a mis la tresse, on a attendu que ça sèche un petit peu. Maintenant on va pouvoir fermer la porte. D'accord? C'est ça, Jeff? Ouais, gros ciseau, il est prêt là. C'est des fois, ah ouais? il laisse pas le ciseau dedans. Oh, il fondra le ciseau là-dedans, non? Non, donc là il manque, il faudra changer les turbulateurs à la prochaine ouverture. Alors voilà, ça je le savais pas, ben maintenant je le sais. Donc ici là on a la flotte, ici c'est le réfractaire. Ici on doit avoir le niveau là, le niveau de la chaudière, et ici c'est la vapeur. Non mais je veux dire au niveau là-dedans t'as de la flotte là. Et là c'est la vapeur, c'est pour ça qu'il y a le réfractaire, c'est pour protéger l'eau. C'est bizarre qu'il ait pas mis plutôt sur toute la longueur là comme ça. T'as pas avoir l'eau aussi là. Ouais donc d'après ce que j'ai compris le réfractaire là il est un peu fêlé, mais tu as des pics qui sortent de la cuve. Ouais, pour retenir le réfractaire. Parce que ça a été refait à la décennale. Hein. Ouais, ok, on va fermer. Donc là on a mis le silicone à température. Là on met la tresse tout autour de la chaudière. Après on va attendre que la tresse sèche un petit peu. Et après on va refermer la porte. La porte arrière de la chaudière. D'accord. Donc là on voit que c'est du réfractaire mais coulé quoi. C'est une sorte de ciment. Ah ouais d'accord, ils ont coulé ça. Au moins c'est solide. C'est pas comme les petites chaudières où ça se casse la gueule. Voilà. Alors voici le silicone haute température, à quoi ça ressemble. Donc là on a utilisé du Loctite 5399. Donc il faut savoir que lorsqu'on a fait l'intervention, on avait donc 2 chaudières à faire. Donc ça s'est fait sur 2 jours. Et c'est vrai qu'on a sous-estimé notre consommation de Loctite, donc de silicone haute température. Et il faut savoir que c'est le silicone haute température, tout le monde ne le vend pas. Donc si un jour je dois me refaire des chaudières à vapeur, ben, je m'achèterai un carton de silicone haute température, hein, parce que ça c'est jamais perdu, ça sert toujours. Donc une fois qu'on a refermé la porte, donc on peut voir que sur la porte arrière de la chaudière il manque des vis. Donc il manque des vis, pourquoi? Parce que probablement les personnes qui avaient donc démonté la porte, donc la remontée, ont probablement oublié de graisser les vis. Donc lorsqu'on utilise la clé à choc, eh bien, il peut arriver qu'à un moment donné, les vis cassent. La tête casse. Donc là où il manque des vis, en réalité, la vis est liée à l'intérieur, mais la tête a cassé.
Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand même, il faut qu'il reste quelques vis sur la chaudière vapeur pour pouvoir fermer la porte arrière. Voilà, donc il faut jamais oublier de graisser. Et on graisse les vis pour le démontage, pas pour le montage. Ça facilite grandement le démontage de la vis. Donc voilà, donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais parler un petit peu de l'organisation du travail pour faire ces deux types de chaudières. Donc le travail a été fait à 2 personnes, donc moi et un collègue. Donc le collègue qui est venu connaissait assez bien la vapeur, car lui-même faisait ses ramonages de chaudière vapeur. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un site assez loin. Parce qu'à la base, les 2 chaudières vapeur, moi j'avais pas prévu de les faire, hein. J'avais prévu de les faire sous-traiter. Parce que le collègue d'avant l'avait fait sous-traiter, ça avait toujours été sous-traité, mais bon, mon responsable en avait décidé autrement. Le gros problème, c'est quand vous faites ce genre d'intervention, il faut que l'intervention soit bien préparée. Par exemple, il faut qu'il y ait les joints, il faut qu'il y ait le silicone, etc. Parce que l'intervention se fait en semaine, donc à partir du mardi. Quoi, elle peut se faire à partir du mardi, en tout cas jusqu'au jeudi soir. Parce que la chaufferie n'est pas arrêtée. Par exemple, le lundi après-midi, la chaudière 2 tournait. Donc le lundi après-midi, on a démonté la chaudière 1, l'a préparée pour le mardi matin. Le mardi matin, donc le contrôleur arrive, il fait ses trucs, nous on fait le ramonage, et une fois qu'il a dit que c'était bon, on referme la chaudière 1, on fait les tests, parce que comme on a pu le voir, on a dû démonter les électrodes, niveau bas, niveau très bas, etc. Plus on a débridé, donc il faut contrôler toutes les sécurités, plus le fait que la chaudière n'ait pas de fuite à 12 bars au niveau des brides. Donc ça veut dire que le mardi après-midi, il faut que la chaudière soit remontée en pression pour après, donc la chaudière numéro 2 qui tourne, l'arrêter, la vider complètement aux vapeurs et commencer à l'ouvrir, c'est-à-dire ouvrir l'arrière de la chaudière et les 2 trappes de l'échangeur pour que la chaudière puisse refroidir pour le lendemain matin, pour finir le démontage et pour que le gars qui contrôle puisse la toucher sans se brûler. Donc ça nécessite quand même une bonne organisation, d'avoir toutes les pièces à disposition et surtout de ne pas être dérangé. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs sites et si vous savez que vous allez être dérangé, c'est-à-dire que si vous savez que vous ne pouvez pas bloquer 2 jours, mais il faut le faire sous-traiter, sinon ça va être l'enfer. Donc voilà, et quand je dis ça a pris 2 jours, donc en réalité 2 jours et demi, c'est quand même des journées, des grosses journées, quoi.